Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode de 4X ou pas 4X consacré à Clash of Culture, la monumentale édition évidemment. Alors on va rappeler assez rapidement ce qu'est un épisode de 4X ou pas 4X. Tout simplement on prend un jeu et on vérifie si les 4 composantes d'un 4X sont présentes dans le jeu et on regarde un petit peu comment elles sont proposées. Voilà, et à la fin, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas non plus de critique par rapport à la valeur du jeu, c'est juste un constat, on regarde un petit peu ce qu'il en est, tout simplement. Alors, je vais vous emmener vers une configuration de joueurs du jeu, lors d'une partie solo, et on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Donc on va rappeler dans un premier temps ce qu'est un 4X. C'est un jeu qui propose 4 composantes, qui comportent un X, hein, c'est pour ça qu'on appelle les 4X. Donc on va avoir l'exploration, on va avoir l'expansion, on va avoir l'exploitation et l'extermination. Alors, on va commencer tout de suite par l'exploration. Dans les jeux de civilisation, notamment, on l'avait déjà vu dans les vidéos précédentes, on nous propose souvent deux types de plateaux de jeu. Soit un plateau directement défini à l'avance, soit un système de tuiles. Et Clash of Culture propose lui un système de tuiles, et donc ce sont des tuiles qu'on va retourner au fur et à mesure de notre exploration, car en effet, dans Clash of Culture, il y a cette notion d'exploration, même si vous allez voir qu'elle est quand même relativement limitée. Alors par exemple ici, dans cette configuration, on a le joueur violet au sud et le joueur jaune au nord. Donc allez, pour l'immersion, ce sont les Celtes qui sont au sud et les Égyptiens qui sont au nord. On voit que les Celtes ont 3 villes présentes, celle-ci, qui était leur ville de départ, finalement leur capitale, une ville côtière ici, équipée d'un port et un navire, et une ville ici qui vient d'être fondée dans une plaine entourée de montagnes et de forêts. Et puis c'est une ville côtière aussi. Et puis on voit qu'ici il y a un colon. Ce colon, il va pouvoir explorer la carte avant de fonder une ville. Donc comment fonctionne l'exploration dans Clash of Culture? Tout simplement avec l'action de déplacement. On peut déplacer les unités et elles peuvent explorer donc soit les navires, soit les unités armées, soit le colon. Donc par exemple, lors d'une action de déplacement, ce colon pourrait décider de venir, je vais vous montrer avec le stylo, ici, ou ici par exemple, pour explorer. Puisqu'on voit que les tuiles, en fait, ce sont, je vous montre avec celle-là, on voit bien, ce sont des tuiles qui comprennent 4 hexagones, et on peut les mettre dans 2 orientations différentes. Voilà. Le plateau est prédéfini à l'avance au niveau de sa taille et de sa forme. C'est comme ça que ça fonctionne dans Clash of Culture. Donc on a une taille de terrain qui va être fixe et une forme de terrain qui va être fixe. Il n'y a pas de notion d'exploration aussi poussée que dans Civilisation par exemple, où on va rajouter carrément des tuiles et donc le plateau va grossir vraiment sous nos yeux. Ici non, on connaît la taille, c'est juste qu'on ne connaît pas tout simplement l'agencement du terrain. Et donc en explorant, ce colon pourrait par exemple venir ici et donc dévoiler cette tuile lors de son exploration. Et à ce moment-là, ce qu'on ferait, c'est qu'on retournerait cette tuile-là, voilà, on découvre ce qu'il y a, et donc il y a 2 orientations possibles, celle-ci ou celle-ci. Alors la première condition de placement, c'est que le colon s'étant déplacé ici, on ne peut pas la mettre comme ça, sinon il serait dans l'eau. Donc thématiquement, il ne serait pas allé explorer ici s'il y avait de l'eau, il est quand même pas con. C'est dommage que ça aurait fait un beau lac là, mais du coup, en explorant comme ça, on est obligé de mettre cette tuile ici. Voilà. Et donc ce colon se retrouverait comme ça. Et donc on se retrouve avec un plateau voilà, qui se dévoile au fur et à mesure, avec des cases de mer. Donc là on a une mer intérieure, mais on a aussi des mers extérieures, et on peut se déplacer de mer en mer autour du plateau, à condition d'avoir découvert la navigation, je crois. Il me semble que c'est ça. Donc voilà pour la notion d'exploration. Dans Clash of Culture, c'est vraiment très simple. On avance sur une tuile,
On la retourne et on la positionne selon des conditions de placement, tout simplement. On ne va pas les détailler ici, c'est pas l'objet. Ensuite, on se retrouve avec le X de l'expansion. Alors, cette notion existe dans Clash of Cultures, et encore une fois, elle est vraiment amenée à sa plus simple expression. Vous allez voir que Clash of Cultures est un jeu qui est très classique dans ses fonctionnements, dans ses mécaniques. Il apporte énormément de mécaniques, mais elles sont souvent pas très poussées. Pour l'expansion, c'est la même chose. Ce colon pourrait, à l'issue d'une action de fondation de ville, il pourrait se transformer tout simplement en colonie. Donc lors de son tour de jeu, le joueur celte pourrait tout simplement faire l'action fondée, qui consiste à retirer un colon du plateau et le remplacer par une colonie. Voilà. Donc tout simplement sur le plateau, on va pouvoir s'étendre de cette façon-là. On va aller créer des colonies de plus en plus en avant sur le plateau, et donc on va effectivement s'étendre. Alors, il n'y a pas de notion de frontière dans ce jeu. Encore une fois, si on le compare à Civilization, qui est un des meilleurs jeux de civilisation au niveau moderne en tout cas, et au niveau de ses mécaniques proposées, il n'y a pas de notion de frontière, c'est-à-dire que, vous voyez là, on a deux villes qui sont séparées d'une forêt. La forêt n'appartient pas aux joueurs celtes. La forêt est un territoire neutre, donc n'importe qui peut venir faire une ville ici. Vous voyez, donc il n'y a pas cette notion d'expansion de frontières vraiment comme on peut avoir dans Civilization. Ici, c'est une expansion où on va juste s'étaler sur le territoire, mais à moins de coller nos villes comme ça, on n'a pas un empire vraiment qui grossit. C'est juste c'est comme si on avait des avant-postes un peu à droite à gauche dans le jeu. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas fait assez de parties, je connais bien le jeu, hein, j'y ai joué, mais j'ai pas assez de recul encore pour savoir si stratégiquement c'est mieux de coller nos villes ou de les espacer. Alors il y a deux trucs. La première chose, c'est que dans ce jeu, et ça on y reviendra tout à l'heure, au moment de parler de l'exploitation des ressources, il n'y a aucune ressource présente sur le plateau, dans le sens où de ressources autres que le type de terrain. Donc on n'a pas vraiment d'intérêt à aller placer un avant-poste assez loin, dans un lieu spécifique, parce qu'il y aurait une ressource rare ou une merveille naturelle ou des choses comme ça. Non, là on va avoir que de la plaine, de la forêt, de la montagne, du désert et de l'eau. Donc toutes les tuiles finalement elles auront ce type de terrain, donc on peut très bien ne pas s'étendre trop. Cela étant dit, si on reste collés les uns aux autres, enfin les villes les unes aux autres, on va se limiter en termes de récolte, parce qu'une ville ne peut pas récolter sur le terrain d'une autre ville. Cette ville, en étant ici, on peut lui demander une action de récolte, et elle va pouvoir récolter sur une des cases qui est adjacente à elle-même, ou sur la case sur laquelle elle est posée. Donc là, elle a beaucoup de possibilités, vous voyez. Par contre, si on met cette ville ici, elle ne pourra pas récolter ici parce qu'il y a déjà une ville, elle ne pourra pas récolter ici parce qu'il y a déjà une ville, et de même, ces villes ne pourront pas récolter. Donc ça fait beaucoup de terrains qui sont finalement limités. Au final, cette ville, elle pourrait récolter dans l'eau à condition d'avoir développé la pêche, sinon elle n'aurait que ces deux cases. Voilà. Donc ça peut limiter quand après les villes vont grossir et qu'elles pourraient avoir la possibilité de récolter dans beaucoup plus de cases, en fait elle serait limitée et il y aurait une espèce de densité de population, une surpopulation sur ce territoire, et on serait limité. Donc idéalement, moi j'ai l'impression que c'est de laisser, alors pas tout le temps, hein, mais de temps en temps de laisser une case entre deux villes. Pas tout le temps, parce que là vous voyez, moi j'ai démarré ici, c'était intéressant de placer une ville ici rapidement pour avoir accès à l'eau, installer un port, mettre des bateaux, pour pouvoir faire du commerce éventuellement avec l'autre port qui est là, ou alors pour transporter les unités militaires avec le bateau d'ici jusqu'à là-bas et de faire un débarquement par exemple. Donc stratégiquement, c'était important d'aller rapidement se placer là. Mais pour cette ville ici,
étant donné qu'on avait déjà une présence maritime ici, on n'avait pas beaucoup d'intérêt à se placer là. Donc l'idée c'était plutôt de se placer là, et voilà, de protéger peut-être cet emplacement ici, si cette ville se fortifie, ou créer une armée pour protéger le territoire. Donc il y a quand même cette notion d'expansion, mais vous voyez, c'est une expansion qui est assez simple. Qu'en est-il de l'exploitation? Et quand on parle d'exploitation, on parle d'exploitation de ressources. Parce que l'idée d'un 4X, c'est d'explorer, pour voir ce qui se passe autour de nous, de s'étendre pour aller conquérir un territoire et de l'exploiter. Ben là, comme on l'a dit tout à l'heure, l'exploitation, une fois de plus, elle est présente, puisque chaque ville peut récolter des ressources, du bois dans les forêts, de la nourriture dans les plaines, mais aussi dans l'eau une fois qu'on connaît la pêche, du minerai dans les montagnes, et puis on peut même avoir de l'or à condition d'avoir découvert des technologies qui le permettent. Mais voilà, donc on a nos trois ressources, bois, minerai et nourriture, et où qu'on soit sur le plateau, on va récolter toujours bois, minerai et nourriture. Voilà. Donc il manque ce côté, comme on a dans Civilisation. Alors effectivement, on va les comparer souvent, puisque Civilisation, c'est le premier... on va dire le premier jeu que j'ai présenté dans la série 4X ou pas 4X, parce qu'il répond merveilleusement bien à ce qu'est un 4X. Et Clash of Culture le fait aussi, mais d'une manière beaucoup plus simple et moins poussée. Et donc ici, dans Civilisation, on va avoir des spots qui vont être très intéressants et qui vont être vraiment mis en concurrence, parce que ils vont être disputés par les joueurs quand il va y avoir une ressource de luxe ou une merveille naturelle. Et donc ça va vraiment être celui qui va être le plus rapide à aller se placer là pour bénéficier de cet endroit extraordinaire. Ici, non, il n'y a pas d'endroit extraordinaire. Voilà. Donc c'est que des terrains classiques, j'ai envie de dire même basiques, et tout l'intérêt du jeu ne réside pas justement dans le placement stratégique par rapport aux ressources. Voilà. Donc c'est assez intéressant parce que Clash of Culture, vous allez le voir avec le 4ème X, est un 4X, un pur 4X, mais il ne base pas son gameplay autour de ça. C'est un 4X parce que il se trouve que les mécaniques sont présentes, mais sans plus. Voilà, sans plus. Donc pour l'exploitation, effectivement, c'est grâce à nos villes qui vont récolter les ressources autour d'elles, qu'on va stocker donc une quantité de ressources, qu'on va pouvoir les utiliser pour construire des bâtiments et des merveilles. Voilà. Et enfin donc le 4ème X, qui est présent aussi, et c'est peut-être celui qui va être le plus développé dans ce jeu, le X de l'extermination. L'extermination directe entre joueurs existe, est présente, et comme je disais, voilà, c'est la plus poussée, la plus développée, parce que là pour le coup, chaque ville va pouvoir construire, former, recruter des unités, et cette fois-ci, contrairement à Civilisation, où on a juste un nombre d'armées prédéfini par notre technologie, on commence avec une armée et on finit la partie avec 2 armées, point barre, on a que 2 armées, et nos technologies vont plutôt modifier la puissance de nos armées, et peut-être leur point de mouvement, puisqu'elles vont être de plus en plus rapides et de plus en plus efficaces lors de leur déplacement. Ici, c'est pas le cas. Ici, c'est un jeu qui se déroule du début à la fin, j'allais dire un peu quasiment à la même ère, mais non, parce qu'il y a quand même des développements, mais on va pas découvrir la fission atomique, on va pas découvrir l'aviation. Non, dans ce jeu, on reste quand même dans une période relativement ancienne. Voilà, la technologie qui va être la plus développée, alors hors gouvernement, ça va être... ouais, je sais même pas en fait, la métallurgie, la médecine. Allez, peut-être la médecine, mais bon, la médecine ça existe depuis des millénaires, hein, donc voilà, on reste, je sais plus ce qu'ils disent dans le livret de règles, mais on reste à l'Antiquité, Moyen-Âge, mais on va pas beaucoup plus loin, quoi. Par contre,
il y a les gouvernements, et effectivement il y a la démocratie qui existe avec le droit de vote, etc. Donc là pour le coup on fait un grand bond en avant, mais c'est uniquement pour les gouvernements. Pour tous les autres progrès, c'est des choses très anciennes. Et donc pourquoi je dis ça? Parce qu'on va développer ici des unités armées qui sont différentes les unes des autres. On va avoir le fantassin, mais par contre dès le début de la partie on n'a pas une progression, c'est-à-dire que dès le début, quasiment dès le début, on peut produire ces 3 types d'unités. Le fantassin, donc voilà. Le cavalier, avec sa superbe lance. Alors le cavalier a une puissance de base supérieure au fantassin, mais pour autant il ne se déplace pas plus rapidement, vous voyez. Il va se déplacer d'une case comme tout le monde. L'éléphant, lui qui a plutôt une capacité de défense. Et puis c'est tout. Et la dernière unité, c'est une unité unique, c'est le chef. Lorsqu'on va recruter un chef, on va le poser sur le plateau, mais voilà, c'est tout. Et lui, il va plutôt booster les autres unités. Voilà. Et donc on va, alors petite quand même précision, les éléphants et les cavaliers, on peut les recruter uniquement si on possède un marché dans la ville, parce que ce sont des animaux, donc il doit y avoir une thématique un petit peu... thématiquement, on doit parler peut-être de domestication animale, donc il faut un marché pour ça. Voilà, mais très rapidement, on peut avoir un marché et donc recruter ces unités-là. Voilà, et après, ces unités, on peut les envoyer se déplacer sur le plateau. On peut les séparer pour créer différentes escouades. Le déplacement dans ce jeu se fait... on peut déplacer jusqu'à 3 escouades, donc on peut vraiment séparer et dire que voilà, là on aurait 3 escouades, donc on pourrait les séparer comme ça, et ils se déplacent tous dans 3 directions différentes. Ou alors les déplacer ensemble pour maximiser leur puissance, pour pouvoir attaquer. Et après par contre, on a un système classique d'attaque, on se déplace, et un combat se déclenche si on rencontre une autre unité ou une ville. Voilà, tout simplement. Donc pourquoi je disais que c'était le X le plus poussé des 4 ? Tout simplement parce que le système de combat fait partie du cœur du jeu, puisque, je vais quand même le rappeler, le jeu s'appelle Clash of Culture, et donc il y a un petit jeu de mots, c'est pas vraiment un jeu de mots, mais c'est pas seulement le clash des cultures dans le sens où le choc des cultures, voilà, c'est vraiment, c'est plus elles vont se clasher, quoi. Et d'ailleurs on voit sur la boîte, sur l'illustration de la boîte, l'illustration, ce sont des éléphants de guerre en haut et une bataille en bas. Donc là, le jeu est vraiment nous fait supposer qu'il est orienté guerre. C'est pas exactement le cas. On peut très bien faire des parties sans guerre, mais bon, c'est quand même rare qu'il n'y ait pas de guerre, et c'est quand même rare qu'il n'y ait pas un joueur qui aime faire la guerre autour de la table, et donc forcément ça va partir en guerre. Ensuite, il est assez poussé parce que c'est le système de combat en lui-même qui est intéressant, dans le sens où les combats se résolvent avec un lancer de dés, et sur les dés, il y a donc plusieurs faces, et chaque face va correspondre à une puissance pour notre armée, et à un symbole clash, ce qu'ils appellent, qui correspond à chacune des unités. C'est-à-dire que là, si on fait un 6, notre armée a une puissance de 6, et on va additionner les dés, il y en a un par unité présente. Mais si cette armée contient une unité qui correspond à la face qui est sortie, c'est-à-dire ici un fantassin, et bien ce fantassin ajouterait plus 1 à la valeur totale. Même chose avec le cavalier, qui lui rajouterait plus 2. Et l'éléphant, lui, c'est un bonus de défense. L'éléphant, voilà. Donc au final, les unités sont égales parce qu'on va lancer le dé, on va additionner les chiffres, mais il va y avoir un petit bonus qui parfois sort, parfois ne sort pas. Voilà, c'est un peu le côté hasard.
du jeu. Et du coup, c'est vraiment sympa. Combiné à ça, à des cartes actions spécifiques pour les combats, il peut y avoir des choses vraiment très intéressantes qui se passent dans les combats. Donc c'est un aspect vraiment qui a été travaillé dans le jeu, on le sent. Et donc finalement, ce côté extermination va être le plus développé, le plus intéressant des 4X, les 3 autres étant vraiment très très basiques. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur l'aspect 4X de Clash of Culture. Donc pour résumer, les 4X sont bien là, donc Clash of Culture est évidemment un 4X solide, ils sont bien présents, il n'y a pas besoin de faire preuve d'imagination pour les sortir. Néanmoins, on voit que le jeu n'a pas été conçu autour de cette mécanique de 4X. Ils sont présents, mais ils sont assez basiques. Par contre, tout l'intérêt du jeu va résider ailleurs, plutôt dans stratégiquement comment je vais développer mes progrès pour les faire comboter entre eux, pour vraiment orienter ma stratégie par rapport à mes cartes objectifs que je vais avoir, mes cartes actions, les cartes événements avec tout ce qui peut nous arriver, avec nos progrès spécifiques à la civilisation qu'on a choisie, nos chefs, quand recruter nos chefs, dans quel ordre, à quel moment les faire rentrer dans notre stratégie. Voilà, le jeu va vraiment se tourner autour plutôt du plateau de jeu et des différents progrès qu'on va faire. Je vais vous le remontrer parce que c'est quand même, pour moi, c'est quand même ça le cœur du jeu. C'est ce plateau joueur avec tous les progrès qu'on va pouvoir faire et qui vont comboter entre eux, plus, je disais, donc ceux des civilisations spécifiques et plus les capacités de nos chefs. Voilà. Et donc, si on arrive à combiner tout ça ensemble, en prenant compte tout simplement des cartes objectifs qu'on a dans notre main, qui sont cachées, si on arrive à combiner tout ça et à faire fonctionner tout ça ensemble, le jeu devient vraiment extraordinaire et promet des parties vraiment vraiment chouettes. Donc voilà pour ce Clash of Culture, cet épisode de 4X ou pas 4X consacré à Clash of Culture, et donc c'est validé pour lui. Si vous cherchez un 4X jeu de civilisation avec du beau matériel, avec de la profondeur, des parties qui sont longues mais sans être interminables, ben voilà, c'est une bonne pioche. Donc merci d'avoir suivi jusqu'à là. N'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous en pensez, votre avis, c'est toujours intéressant et important pour moi. Et puis le petit pouce, si vous aimez ce que je fais, c'est comme ça que ça aide la chaîne. Allez, merci d'avoir suivi et jouez bien. Ciao.